Aujourd'hui, épisode 10, épisode spécial, c'est moi, l'antifou du roi, Francis Parent-Velquette, qui va animer l'épisode parce qu'on reçoit un invité de marque qui est, en plus d'être avocat de formation, c'est le président des Chaussures Rubino et aussi le frère jumeau d'Angelo, celui qui préfère rester dans l'ombre, Gérardo Rubino. Gérardo, premièrement, merci d'avoir accepté l'invitation à joindre au podcast. Moi, j'ai rien accepté. On m'a dit de m'asseoir ici. Là. J'ai rien à faire avoir. Fait qu'au cas où que tu ne connaisses pas le concept de l'épisode, Gérardo, on est au bureau chef des Chaussures Rubino. On a une très belle machine à café et à chaque fois qu'il y avait des fournisseurs qui venaient, Angelo offrait un café et il n'y avait pas de lait. Donc, il demandait un cappuccino ou un café latte, puis ça finissait toujours en espresso avec Angelo. Donc, c'est de là que vient le nom du podcast. Et sur ça, on va goûter au café. Moi, il est déjà fini, là, mais... Salut! Dernière goutte. Bon, jusqu'à la dernière goutte. Est-ce que tu bois du café dans la vie, Gérardo? Oh mon Dieu, de façon compulsive. De façon compulsive, pardon. Combien de café par jour? 4-5. Mais café, attention, espresso. Là. Espresso. Puis est-ce que tu bois le cappuccino le matin? Non. J'aime ça tout le temps, la même formule. J'aime ça garder les choses simples. La dynamique qui est très particulière en ce moment, guys. Et je dois le dire, je suis vraiment excité de recevoir mon frère. Puis que les rôles soient inversés aujourd'hui, Francis. Ça va être moi le... Non, je te laisse tes questions que tu as préparées. Je suis très content de pouvoir m'asseoir et enjoy the ride parce que y a bien des gens qui vont être intéressés d'entendre ça, cette relation-là. C'est là que ça m'amène. Le filon du podcast, pour ceux qui suivent le podcast, c'est la vie, l'équilibre, famille, travail. Et la famille Rubino, on sait qu'ils travaillent ensemble, donc c'est de là que c'est parti un petit peu. Et on s'est dit, quoi de mieux pour parler d'équilibre travail-famille que d'inviter deux frères, un président, un vice-président, même si théoriquement, je sais que c'est plus égal que ça, c'est plus significatif comme titre. Fait que c'est pour ça qu'on t'a invité. Donc, comme j'ai dit un petit peu plus tôt, Gérardo, tu es un passionné d'histoire. Si jamais je me trompe dans l'histoire que je vais raconter, corrige-moi. Les Chaussures Rubino, ça a été fondé en 1985 par votre père, Vincenzo Rubino, qu'on a vu apparaître à l'épisode 5, d'ailleurs, avec Taina. Alors, tu sais quoi, je cède ma place à Vincenzo Rubino. Seigneur, c'est lui le fondateur de Rubino. Alors, c'est un expresso avec Vincenzo. Ciao, Vincenzo. C'est toi qui vas faire le podcast. Ok, nice. Lo facciamo in italiano? Vous avez maintenant 29 magasins physiques et une boutique en ligne. Ça n'a jamais cessé de croître depuis 1985. Vous êtes deux frères jumeaux. Les deux, vous avez étudié en droit. Toi, tout de suite après ta formation en droit, tu as décidé de revenir à l'entreprise familiale. Exact, oui. En fait, je suis allé en droit, pas pour pratiquer le droit, c'était vraiment pour ajouter une corde à mon arc, puis en fait, apprendre un langage. C'est ça la beauté d'étudier le droit, c'est que tu apprends le langage juridique qui est extrêmement utile dans toutes les facettes de la vie, surtout en affaires. Donc, pour moi, ça n'a jamais été une décision de revenir parce que je suis jamais parti, en fait. Là. Puis, toi, Angelo, c'est un petit peu le contraire. Je pense que tu es comme un peu le mouton noir de la famille. Toi, tu es parti. C'est pour ça que je me suis habillé tout en noir aujourd'hui pour les gens qui nous suivent en visuel. Effectivement, moi, je suis le mouton noir. Puis, moi, j'ai claqué la porte. Non, c'est pas vrai. Après le bac, je me suis dit, je vais faire mon stage. J'ai fait un stage dans un bureau ici de Montréal. Puis on m'a offert un job. Fait que je l'ai accepté. Je pensais que ça pourrait être une bonne expérience. Puis c'est ça. Je suis resté peut-être 2 ans. Là. Fait que ça n'a pas été un très long... je ne suis pas resté très longtemps loin de la famille. Mais au meilleur de ma connaissance, tu es revenu quand l'entreprise a eu des difficultés? En fait, je suis revenu dans un temps où est-ce que c'était plus difficile. Peut-être que Gérardo il peut nous en parler de ces parce que ma question. Juste pour que les gens on mette un peu de contexte, là, c'est Gérardo le numbers guy, tu sais, le gars de chiffres, le gars de finance. Moi, je suis clairement un zéro dans ce domaine-là. Puis on a toujours travaillé en famille. Il ne faut pas oublier qu'il y a ma mère aussi
mon père, puis il y a aussi notre sœur qui est 5 ans plus jeune. Fait que, tu sais, elle va écouter le podcast, puis elle va dire « Ah, vous n'avez pas dit qu'il y a moi aussi. » Donc, tu sais, c'est pas juste les deux frères, mais souvent, les gens s'intéressent à l'histoire des deux frères. Pourquoi? Parce que d'un, on est des jumeaux, on est non identiques, puis on a pas mal marché dans les mêmes, disons, dans la même direction pendant longtemps, puis il y a eu une petite comme coupure pendant un petit bout de temps. Puis c'est pas que l'entreprise, c'est juste qu'il y avait des gros défis à ce moment-là. Je pense aux alentours de 11, 2012. Mais en fait, c'était pas tant que l'entreprise était en difficulté, c'est qu'on était à un moment charnière où est-ce qu'il y avait une décision importante qui devait être prise, où est-ce qu'on redirigeait le tir, on changeait un peu le modèle d'affaires par rapport, par exemple, au type d'inventaire qu'on tenait en boutique. Donc, on avait pris la décision d'arrêter à toute fin pratique nos importations puis de se concentrer sur des produits de marque. Donc, c'était effectivement en 2011, puis c'est à ce moment-là qu'Angelo est retourné dans l'entreprise. Mais c'est ça. C'était pas nécessairement parce que l'entreprise était en difficulté. Au contraire, je pense qu'on débutait notre ascension là, des 10 dernières années, en fait. Là. Puis à quoi ça ressemblait 2011 en termes, les employés, nombre de magasins? Au milieu de ma connaissance, on devait être à peu près la moitié. On a peut-être une quinzaine de magasins. Donc, dans les 10 dernières années, on a doublé notre nombre de magasins, doublé notre chiffre d'affaires, peut-être même un peu plus. On a doublé, évidemment, nos effectifs, donc au niveau des ressources humaines. On a doublé de grandeur à tous les points dans les 10 dernières années. Juste pour mettre en contexte, dans le fond, c'est pas mal depuis que c'est vous qui vous occupiez des magasins, de la gestion, que ça a doublé. Oui, on peut le regarder comme ça. C'est sûr et certain que mon père, c'était à l'époque un one-man show. Quand moi et Angelo, on est rentré dans l'entreprise, on lui a enlevé une certaine partie de ses responsabilités, puis on était deux, puis quand même, on travaillait 7 jours semaine. Donc, disons que mon père, c'est clair qu'avait construit des fondations extrêmement solides. Mon père, c'est un homme d'honneur, c'est un homme qui avait une réputation qui était impeccable. C'était quelqu'un qui nous a vraiment inculqué des choses extrêmement fortes en termes d'éthique de travail, en termes d'honneur, de fierté. Je le répète souvent, mais c'est vrai, c'est notre nom qui est sur la bâtisse. C'est notre marque. Donc, je peux peut-être faire une parenthèse par rapport à ça. Au début de la crise, en mars 2020, pour moi, ça a été des moments extrêmement difficiles parce que pour moi, l'option de la protection de la faillite, c'était à éviter à tout prix, par respect pour mon père, par respect pour notre famille, par respect aussi beaucoup pour nos fournisseurs et nos employés. Pour nous, c'était failure was not an option. On voulait vraiment s'assurer de passer à travers la tempête, puis Dieu merci, on y est parvenu. Donc, non, pour répondre à ta question plus précisément, oui, c'est vrai qu'on a grossi rapidement depuis que moi et Angelo, on s'est joints à la compagnie, mais c'est parce que les fondations étaient solides. Beaucoup du crédit, selon moi, revient à mon père. C'est sûr que si vous étiez rendu 3 au lieu d'un single show, ça l'aide sur des fondations, sur une réputation, sur une fondation. Ouais. Dans une conférence que j'ai écoutée d'Angelo, il disait qu'à un certain moment, vos comptables vous ont comme conseillé de juste fermer. Non, ils ne sont pas conseillés de fermer, mais c'est clair qu'on n'avait pas nécessairement les bons comptables. Tu sais, je me plais tout le temps à dire, si tu attends après ton comptable pour te diriger en affaires, tu ne vas pas aller loin. T'sais, un comptable, c'est des gens... Non, mais c'est des gens de chiffres, c'est des gens qui peuvent te donner des bonnes indications, te faire comprendre un peu les benchmarks du marché, mais ils n'ont pas de vision d'affaires. Ils ne comprennent pas ta business comme toi, tu peux la comprendre. Puis je pense que ce qu'Angelo disait, qui, moi, m'avait marqué beaucoup, c'est qu'à l'époque, notre comptable, c'était quelqu'un qui n'avait pas du tout la vision, qui ne comprenait pas ce qu'on faisait. Puis, tu sais, les chiffres, d'une certaine façon, on lui donnait raison. T'sais, on travaillait très fort, puis en bout de ligne, la compensation ou les résultats n'étaient pas nécessairement à la hauteur de nos aspirations, mais nous, on comprenait qu'on était en train de construire justement les fameuses fondations pour ensuite vraiment grossir puis leverager de façon exponentielle. Lui, clairement, ne le comprenait pas, puis c'est pour ça que c'est plus notre comptable. Ouais. Le changement est assez spectaculaire. Mm-hmm. On passe d'une compagnie qui c'était vraiment, comme on pourrait qualifier de mom and pop shop, peut-être où est-ce que ta grand-mère aurait été acheter des chaussures. C'était des affaires d'importation, donc c'était des choses du private label, comme on appelle. Il n'y avait pas de grandes marques ou très peu. Puis là, je pense qu'on est rendu une destination de marque. Mm-hmm. On est rendu parmi les grands joueurs dans les chaussures de marque au Québec. On est
on est rendu considéré comme un joueur important et sérieux, surtout par nos fournisseurs qui nous appuient dans tous nos projets. Nos concepts de magasins sont complètement différents. C'est beaucoup plus convivial, c'est ouvert. On a changé nos politiques. On a un commerce en ligne qui roule extrêmement bien, puis on donne un service aux gens ici là, qui est excellent. On offre la livraison rapide, c'est gratuit. Le retour, il est gratuit sur rubinochoose.com. Quand il y a 10 ans, on n'était même pas en ligne. Si je peux me permettre, pour répondre à ta question tout simplement, we gave people what they wanted. Tu sais, qu'est-ce qu'on a changé il y a 10 ans? On a changé absolument tout. Je me rappelle quand, justement, on était à l'Université de Montréal en droit, moi et Joe, puis qu'on étudiait. Parce qu'on, toi, t'étudiais. Parce que moi, parenthèse, toute ma famille, là, ça, c'est vraiment vrai. Puis là, ma mère avait écouté ça, mon père. Ils sont convaincus que c'est mon frère qui a écrit même mes examens parce qu'il était comme... Angelo, dans le fond, c'était la bouée. Gerardo, c'était ma bouée de sauvetage parce que c'était lui le brain. Moi, j'étais le gars, the people's person, which is still the case, c'est encore le cas aujourd'hui. Mon frère, il n'aime pas ça. Là, on l'a mis dans la situation la plus inconfortable qu'il peut être. Mais à tous les points de vue. Tu viens de m'ouvrir la porte, puis je vais la défoncer parce que je n'ai peut-être pas écrit tes examens. Parce que je trouve qu'il était trop sérieux. Là. Je n'ai peut-être pas écrit tes examens. Sauf que je me rappelle avoir déjà écrit un de tes c'est quoi, peu importe, un de tes travaux. Puis le pire, c'est que j'étais en train de lui dicter ce qu'il devait écrire. Puis à un certain point, je réalise qu'il n'est pas en train de taper. Puis je vais voir, puis tu étais en train de mater une fille sur Facebook. Genre, exact. C'est ça, j'avais mes bonnes priorités. Moi, j'avais compris que dans la vie, là, Francis, si tu veux gagner, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Il faut que tu t'entoures de gens qui aiment ça gagner. Fait que moi, je me suis collé sur mon frère. Parce que j'avais compris que lui, c'était plus facile. De façon académique, je parle. Là. C'est un gars qui aime lire, qui il peut, comment on dit, absorber quelque chose, là, il peut le lire, puis il l'a compris, puis c'est absorbé. C'est comme... Moi, ça me prend plus de temps. Alors, je me collais sur mon frère pour étudier, puis c'est vrai qu'il m'a aidé. Ça aurait été pas mal plus difficile de passer à travers l'Université de Montréal, le bac en droit, puis par la suite, l'école qui est le barreau du Québec, puis l'examen qui est extrêmement difficile. Fait que j'avoue que ça aurait été extrêmement difficile de le faire seul. Tu sais, quand tu as quelqu'un sur qui tu peux compter, puis que tu peux faire confiance à 100% parce que tu sais que c'est ton frère, puis tout ce qu'il veut pour toi, c'est le meilleur. Puis paradoxalement, je vais dire la même chose. Pour moi, c'est sûr, ça a simplifié mon parcours parce que d'expliquer les choses à quelqu'un, ça te permet de vraiment les assimiler encore plus. Ben moi, c'est ça que je dis. Pendant que tu m'enseignes la matière, ben toi, tu l'as appris aussi. Fait que tu devrais me remercier. En fait, je dois la maîtriser mieux. Parce que pour essayer d'expliquer ça à quelqu'un comme toi... Je sais. Non, mais c'est exactement ça. Fait que un va pas sans l'autre. Tu comprends? Puis les deux, on pourrait pas être plus... Dans le fond, là, ce que je veux que les gens comprennent, c'est qu'on est complémentaires parce qu'on pouvait pas être plus différents. C'est pour ça que souvent, les gens ils nous voyaient comme headbutt. Souvent, les gens ils ont l'impression que tu es en chicane. Mais non, c'est parce que moi, là, je vais avoir l'idée blanc, lui, complètement noir. Il n'y a pas de zone grise entre nous. C'est comme, c'est ça ou ça. Puis après ça, ben, on arrive à trouver des solutions, mais c'est ça que ça prend, right? Ça prend cette dynamique-là, puis de ne pas avoir peur de donner ses idées. Puis je pense que les deux, on a une valeur qu'on a eue de notre père, c'est la passion dans tout ce qu'on fait. Autant en amour que dans le travail, que dans peu importe ce qu'on fait. We're passionate. Puis on aime ça gagner. Puis c'est même pas à propos de l'argent. En fait, ça n'a jamais été à propos de l'argent. Jamais, jamais, jamais. C'était... le fait de construire, de développer, de travailler. En fait, c'est l'éthique de travail. Quand tu ne cours pas après l'argent, elle finit par arriver. Eh bien, ouais, c'est un drôle d'animal. C'est comme un chat. Tu cours après, il se pousse. Si tu t'assois, il vient te voir. C'est comme ton ombre, tu sais. Faut pas que tu la pourchasses. C'est ça, l'histoire de l'école, c'est ça. Fait que, ouais, c'est vrai, sans Gerardo, il n'y aurait pas eu d'Angelo. Maintenant que c'est su, j'aimerais rebondir sur ce que tu as dit. C'est simple, une chose, we gave people what they wanted. Mm-hmm. Comment on fait pour savoir qu'est-ce qu'ils veulent? Ou comment vous avez fait? Moi, j'ai une façon de le faire. Puis c'est tellement simple quand tu y penses. Il faut se mettre à la place de ton client, à la place du consommateur. Puis quand tu fais un exercice d'introspection honnête, puis tu essaies vraiment d'être objectif, puis tu te regardes dans le miroir, tu les vois, les problématiques. Puis tu comprends. Puis aussi, tu sais, c'est le fait qu'à l'époque, durant nos études, on travaillait à temps partiel, on était dans les boutiques le week-end, peu importe, durant les fêtes et tout. Donc,
on le voyait, on avait le contact directement avec le consommateur, on était très proche de nos opérations, puis on comprenait qu'au final, les gens voulaient des produits de marque à des prix, donc la meilleure valeur pour leur argent, puis aussi dans un environnement qui était démocratique. Ce que j'entends par démocratique, c'est pas de vente à pression. Les gens veulent pouvoir rentrer. En plus, nous, on a la beauté d'avoir un concept qui est ouvert, qui est un self-serve. Donc, les gens veulent rentrer, pouvoir magasiner à leur rythme, essayer les chaussures, puis pas sentir que tu essaies de leur fourrer des paires à travers la gorge. Là. Mm-hmm. Juste simplement c'est ça, d'être dans un environnement honnête, complètement démocratique. Je vais en profiter parce qu'on a parlé de l'ascension des 15 dernières années, des 30. À un certain point, vous avez décidé de vous diversifier. Je veux parler du holding Rubino, évidemment, d'aller vers l'immobilier. Mm-hmm. Comment c'est venu? Comment qu'on décide à un certain moment de s'en aller vers là? Et c'était l'extension naturelle de notre business. Premièrement, notre modèle d'affaires, c'est pas d'être dans des centres d'achat. On n'a pas besoin d'être au Carrefour Laval, par exemple, parce que clairement, on ne peut pas acheter le Carrefour Laval. Donc, comme on était une destination, puis comme on avait besoin d'une boutique un peu plus grande, puis on pouvait être un magasin qu'on appelle freestanding, là, pour nous, tout naturellement, on s'est dit, bon, ben, tant qu'à payer des loyers, on va se payer nos hypothèques. T'sais, donc, ça a commencé comme ça en 2007-2008, qu'on a fait notre première acquisition pour nos boutiques. C'était à Repentigny. Puis depuis ce temps-là, on a fait plusieurs acquisitions. Puis ce qui est le fun, c'est que, aussi dans la perspective de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier, on a décidé aussi de faire des acquisitions hautes, donc industrielles, résidentielles, du commercial autre avec d'autres locataires que Chaussures Rubino. Donc, c'est clair que pour nous, puis ça, c'est devenu une autre de mes passions, mon bébé, entre guillemets, c'est cette diversification-là au niveau du real estate qui est aujourd'hui, qui est pour nous extrêmement importante puis extrêmement stimulante parce que ça me permet aussi de développer un aspect une passion que j'ai au niveau du design et de l'architecture, de travailler sur des projets, surtout les projets urbains, où est-ce que tu as la chance vraiment de faire des projets qui sont pertinents pour un quartier, puis d'égayer un peu le cadre bâti d'un secteur, d'un tronçon. Donc, c'est super excitant quand tu travailles des projets de ce type-là. C'est quoi qu'on vous souhaite dans le futur pour le holding Rubino? Je souhaite d'avoir la possibilité de faire des projets de plus en plus intéressants. Puis pour moi, ce sur quoi j'aimerais me concentrer maintenant, c'est des projets urbains, des projets à vocation mixte, commerciale, résidentielle, dans des quartiers vraiment hautement densifiés. Ma vision, puis on le fait avec certains petits projets, notamment dans le quartier Villeray, c'est de prendre des projets, des bâtisses qui sont mal entretenus, mal managés, puis vraiment les restaurer, puis apporter vraiment des locataires qui vont apporter une plus-value pour les résidents. Tu sais, je pense au Fraîchement Bon qu'on a fait au coin Villeray de Relais. C'était un dépanneur défraîchi qui est devenu maintenant une petite friterie urbaine hyper mignonne avec plein de trucs vraiment le fun. Puis ça apporte une synergie avec les autres détaillants, avec les restaurateurs, avec les cafés locaux, puis je trouve ça vraiment le fun. De créer cette espèce d'esprit de communauté-là. Exact. Pas juste comme la bâtisse, mais de vraiment, pas de gentrifier, mais d'améliorer la vie de quartier. Je sais pas si gentrifier, c'est sûr, c'est très péjoratif de le dire comme ça, mais non, c'est d'améliorer la vie de quartier, d'apporter des services de proximité, des commerces de proximité qui vont être le fun pour les résidents. Mm-hmm. Aussi simple que ça. Vous avez travaillé dans les magasins, si je me souviens bien. Je sais qu'à un certain moment donné, peut-être qu'Angelo pourrait répondre un peu plus, tu avais une pancarte « Futur président ». Mon père, il a tout le temps eu cette vision-là de évidemment nous apporter dans l'entreprise familiale. Fait quand on était plus jeunes, puis je parle 5, 6, 7, 8 ans, je veux dire, évidemment, mon père travaillait, ma mère travaillait, donc par la force des choses, mon père nous apportait avec lui, on faisait la tournée des magasins avec lui. Je m'attends, on s'arrêtait au Harvey's prendre un burger, tu te rappelles? Puis c'est sûr qu'à un certain point, après, il nous laissait dans les boutiques pour qu'on ait le contact justement avec avec la marchandise, avec les clients, avec les employés. Puis il y avait eu cette sensibilité-là de nous faire un petit batch avec nos noms, puis avec la mention « futur président ». Puis évidemment, c'était mignon comme tout. Puis nous, ça nous donnait beaucoup de fierté en tant que de petits culs qui se promènent. Mais une chose qu'il avait faite en parallèle, c'était de nous donner aussi un balai ou une mop, puis dire « si un jour vous voulez diriger cette entreprise-là, vous allez commencer au bas de l'échelle ». Donc, tu sais, je pense que ça parle beaucoup un peu du caractère puis du type d'éthique que mon père a. Fait que, ouais,
C'est une vraie histoire, je la confirme. Puis, tu des anecdotes de TQ ou je sais pas? Plein d'anecdotes. Écoute, je sais pas pourquoi je pense à ça, mais moi, ce qu'on aimait faire, mon frère, c'est briser les cigarettes des employés, tu te rappelles? Parce que d'ailleurs, dans les années 80, fin 80, début 90, ça fumait encore dans les magasins, puis il y avait comme ces genres de cendriers sur pied. Là. Exact, fait que là, les employés, autant que les clients, là, pouvaient se fumer une cigarette Donc, nous, en ça nous magasinant des dérangeait, chaussures. right? Fait qu'évidemment, on était des petits tannants, puis on cassait les cigarettes des employés. Fait qu'on en a mangé des claques de notre part. Ah, puis- ouais, on en a fait des mauvais coups dans les magasins. Là. Je peux te le confirmer que c'était spécial. C'était comme notre playground. Parce que, tu sais, mon père, là, il nous amenait, exemple, dans le magasin le plus loin possible de notre maison. Comme ça, ma mère ne pouvait pas venir comme nous chercher durant le jour. Fait que là, je me rappelle, une journée, il m'amène à Ville-la-Salle. Fait que quand tu viens de la Rive-Nord, là, on s'entend-tu que le centre-sud de Montréal, c'est loin, là, en Titi? Puis on était à Ville-la-Salle, sur le boulevard Newman. D'ailleurs, c'est un magasin qui n'existe plus, mais j'étais en train de travailler. Puis là, le gérant, c'était un homme d'origine italienne. Puis là, il y a un autre jeune homme. Il y avait beaucoup d'hommes à l'époque qui travaillaient dans le domaine de la chaussure. Puis à cette époque-là, ça travaillait avec des cravates, chemises. Puis il arrêtait pas de se faire des clins d'œil. Puis tu sais, il riait, tu sais, il me tirait la pipe, comme on dit en bon québécois. Puis moi, là, j'étais énervé, puis j'avais cette fierté. Fait que là, j'ai dit, à qui tu fais un clin d'œil? Toute cette histoire-là est vraie, le Francis. Ah oui, chaque fois. Fait que là, il dit, je fais un clin d'œil aux filles qui passent. Fait que là, j'ai dit, hey, je vais le dire à ta femme que tu fais des clins d'œil aux femmes à 7-8 ans, là. Fait que là, il dit, appelle-la. Fait qu'il me donne son numéro. Fait que moi, je prends le téléphone du magasin. À l'époque, il n'y a pas de cellulaire, là. Je fais le numéro, puis là, il n'y a pas de réponse, mais je laisse un message. Puis je devais avoir une voix d'enfant, mais qui devait être assez, tu sais, disons, plus efféminée. Fait que là, je dis, bonjour, c'est pour vous laisser savoir que un tel, je dirais pas son nom, il vous trompe avec d'autres femmes. Puis je suis vraiment désolé. Puis là, je raccroche. Puis le gérant, il part à rire. Lui, là, c'est bien le fun. Puis, tu sais, comme lui, il prend ça à la légère. Le lendemain matin, quand il vient, parce que lui, il venait me chercher, exemple, à Saint-Léonard, qui était notre maison mère, puis il m'amenait avec lui la journée de travailler. Puis là, je travaillais pour vrai, là. Fait qu'il vient me chercher, mais là, sa chemise, puis sa cravate, la cravate est lousse, la chemise est sortie de son pantalon, il est comme... En fait, il s'est pas changé. Tu sais. Puis il y a la barbe qui est pas... Puis à l'époque, tu sais, c'était la barbe à tous les matins, là, tu sais, c'était comme... Puis là, je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Là, il dit... C'est parce que ma femme, quand je suis arrivé à la maison, le souper n'était pas prêt. J'ai dormi sur le sofa, puis là, elle est en tabarouette, puis s'il te plaît, peux-tu la rappeler? Tu sais, comme, je suis comme, il était vraiment là. Puis moi, j'avais plus peur des conséquences que ça pourrait causer que mon père qui allait être en tabarouette. Ça pour dire qu'on n'était pas un cadeau, non. On n'était pas des cadeaux. Mais l'histoire s'est bien terminée. On va jouer un petit jeu. Secret de famille. Secret de famille. Yes, sir. Mise en contexte, vous travaillez, puis Angelo le dit, je voulais évidemment pas oublier les autres membres de la famille. Vous avez votre père, votre mère, votre sœur, vos oncles, je crois, des cousins. Puis toute la famille travaille ici, en fait. Nos conjointes respectives. Vos conjointes T'sais, respectives. c'est ça que les gens, c'est vrai. les gens doivent savoir. Nous, on dit qu'on est une entreprise familiale, mais c'est vraiment familial. Puis les gens qui sont à l'extérieur de la famille, mais il y en a qui sont là depuis le jour 1. Fait que ça fait plus de 30 ans qu'ils sont là. Fait que c'est une vraie grande famille. Fait qu'on va vous poser des questions courtes, puis je veux chacun votre réponse. En instantané, là. Ouais, À tour de rôle ou À en tour même de temps? rôle. À tour Ok, de rôle, ok. ça va être la même question. Fait qu'on pose la même question. Fait qu'on va commencer par... on commence par Angelo. Quelle est la plus belle qualité de ton frère? Sa discipline. Son charisme. Qu'est-ce qui t'énerve le plus chez ton frère? Sa discipline. Son charisme. Quel est le plus bel avantage de travailler en famille? Il y en a pas. Non, c'est pas vrai. On peut se dire les vraies affaires, puis il y a pas besoin de retenir son jupon. Pas besoin de... Tu peux être franc, tu peux être honnête, des fois tu peux être sec, tu peux être même peut-être un peu trop sec, mais non, tu dis les vraies affaires. Là. Moi, je pense que le plus gros avantage, c'est quand tu es avec ta famille, tu peux te faire confiance à 100%. Il n'y a pas de crainte. Y a pas, des fois, quand tu es avec des associés qui sont peut-être
Tu sais, tu peux avoir des gens qui vont prendre avantage des situations. Nous, il y a comme cette confiance qui est... On a tous le même intérêt, dans le fond. Il n'y a personne qui a un agenda caché, secret. Il n'y a pas une game politique. Tu sais, c'est vraiment... Tout est 100% transparent. Là. Ta famille, elle comprend ce que tu vis. Ta famille est là pour toi. Donc, autant au travail que dans le personnel. C'est les seuls qui vont toujours être là. No matter what. La chose la plus chiante de travailler en famille. Exactement ça. C'est qu'il n'y a pas de filtre. Ça peut être extrêmement dur parce que... Mais assez direct, je pense. Ouais. Les gens ils peuvent en témoigner sûrement ici. Mais moi, je pense que c'est que tu ne déconnectes pas vraiment. Tu fais pas la part des choses. Ça aussi, parce que nous, on a une résidence familiale dans les Laurentides où est-ce qu'on se retrouve aussi le week-end. Fait que tu décroches jamais du travail. Puis des fois, il y a des bonnes idées aussi, là, parce que nous, autant quand on est à Mont-Tremblant, qu'on est à Montréal, qu'on est au plateau, quand on se retrouve, le sujet de conversation, c'est pas les Canadiens ou je sais pas quoi, là, c'est les affaires. C'est les affaires. Puis là, on a un projet, puis là, on a une idée, puis il y a toujours quelque chose de nouveau ou quelque chose qui s'en vient. Donc, Puis tu sais, c'est super le fun parce que clairement, on est passionné et on adore ça. C'est le fun quand les choses vont bien. Mais quand il y a des problèmes, disons que ça devient lourd parce que, tu sais, des fois, tu voudrais juste déconnecter et pas en entendre parler, puis tu roules tout le temps les mêmes problèmes. Fait que c'est ça qui devient un peu pesant à la longue. Puis ton frère est plus comme maman ou comme papa? je pense que Gerardo, il est plus comme mon père. Mon père, dans le sens que mon père, c'est quelqu'un qui faut apprendre à le connaître. Il a de l'air d'être plus froid, plus réservé. Mais quand tu le connais, ça va être la personne la plus cool dans un party. Tu vois ce que je veux dire? Tandis que ma mère, elle, c'était la personne qui travaillait dans le magasin, que tout le monde connaissait, qui était plus people's person. Moi, je suis d'accord. Clairement, mon frère a plus de ressemblance au niveau du caractère avec ma mère. Facilité avec les gens, charisme. Parce que moi, je suis plus, je dirais, comme mon père. Des gens un peu plus, je sais pas, Réservé. Réservé, plus, tu sais... Prétentieux. Ben, c'est sûr qu'il y a un élément, je te dirais, de prétentieux. Il y a un élément de fierté, peut-être des fois un peu mal placé, qui peut sembler de l'arrogance des fois. C'est clair que, tu sais, comme mon père, on est des gens très fiers, puis des fois, ça prend pas grand-chose, tu sais, pour nous faire basculer justement dans l'arrogance ou dans la... peu importe, là, la prétention, mais effectivement, je ressemble plus à mon père. C'est une thérapie. Oui, une thérapie. Une thérapie. Aujourd'hui, là, je ne savais pas que je rentrais dans une émission spéciale, puis c'était une thérapie avec toi, Francis. On dirait que je viens de parler avec mon psychologue. Ça va faire charge à l'heure, fait que vous m'enverrez le chèque. Au prix que je te paye pour le podcast, ça coûte plus cher je vous confirme. Oui, non, mais les résultats sont meilleurs. J'aimerais juste meilleurs. confirmer, comme, laissez faire les psys. Faire un podcast à tous les semaines, c'est quelque chose de très thérapeutique. Donc, une chose qu'on ne peut pas deviner sur ton frère, Gerardo. Ah, mon Dieu. Toi, commence. Il faut que je pense. Une chose que les gens ne pourraient pas deviner sur mon frère, c'est un lover boy. C'est un romantique. Tu sais, mon frère, là, il est avec sa femme Liliane depuis, je sais pas moi, 26 ans. Ça a combien de temps? 13 ans, 14 ans? Depuis 2008, 13 ans. Ça fait 13 ans, puis c'est quelqu'un de très romantique. Il y a des petites attentions. Encore, ils s'écrivent des lettres. Tu sais, c'est noble, là. C'est pas pour l'humilier que je dis ça, mais c'est un gars romantique. Tu sais, il y a des choses à apprendre. Lui, il a compris. Si tu prends pas soin de ta femme, il y en a un autre qui va le faire à ta place. Donc, si je comprends bien la question, une chose qu'on pourrait pas savoir d'Angelo qui est qu'on vrai... peut pas deviner. Mon Dieu. I'm like an open book. On sait tout. Tout le monde sait tout. C'est vrai que Angelo est très... vraiment sans filtre. Honnêtement, je sais pas. Quelqu'un de très sensible. C'est vrai. À tous les niveaux. Okay. Angelo a une mauvaise tolérance à la douleur. Moi j'ai... Tu vois, mon frère, parce qu'il a fait 2 combats de boxe, puis il est 0 en 2. Alors, Gerardo, c'était un passionné de boxe. Puis moi, j'étais comme, pourquoi j'ai une belle face, j'irais me faire taper sa gueule? Ça, c'était ma théorie, right? Lui, c'était pour le thrill. Il a dit, non, moi, il y avait quelque chose à prouver, peut-être envers lui-même. Puis je l'ai vu dans ses combats, c'était comme des genres de galas amateurs. Puis là, il s'est fait tapocher. Puis là, on voulait lancer la serviette. Puis dans sa tête, c'est moi qui est intolérant à la douleur. Puis j'ai dit, accept the challenge. On fait un fight. Puis oh boy! On vendra... On air, OK? Alors, je vous annonce qu'on se lance un challenge.
on va collecter des fonds, on remettra les profits, tous les profits, les bénéfices de cet événement-là. On fait un gala de boxe, style à la YouTube Boxer, puis on fait un combat, on va voir qui peut tolérer ou intolérant. Parce que juste rappeler à tout le monde qui sont nos auditeurs et qui nous écoutent, il y a sûrement des fournisseurs qui vont écouter ce podcast, il y a sûrement des amis, il y a sûrement aussi des clients, puis on vous remercie de votre support parce que sans vous, ça n'existerait pas. Puis moi, c'est ça qui me touche. Nous, on est as real as it gets. What you see is what you get. Autant dans nos affaires. Tu sais, comme moi, je suis fier parce que ma famille, ils n'ont jamais dû fourrer personne pour arriver où est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Ça peut avoir l'air cru de cette façon-là. Puis on se dit les vraies choses. Tu comprends? Puis c'est vrai que moi, je suis quelqu'un de sensible et tout ça. Mais let me prove you wrong. Let me prove you I can handle it. I can handle the heat. Okay. I can handle the heat. Moi, je veux juste dire que si ton frère se fait tapocher, au moins, il est romantique. C'est un romantique. Toi, si tu te Il fais va me frapper avec une tapocher, rose. t'auras plus ta belle face. Ça va mal aller. Hein. Fait que c'est quand le combat? On met une Alors, date guys, là-dessus? moi, là, je suis à 6 pieds 3, 225 livres. Fait que je vais avoir un avantage. Ah, mais Mon tu vas- frère, il est plus petit. Je comprends, mais tu vas en avoir besoin. Parce que je connais le nom de ring de mon frère. Parce que c'est là où je voulais en venir. Ça va être la diva. OK. C'est quoi le nom de ring à ton frère? Écoute, je vais vous laisser Rubber Boy. Rocky Balboa. On organise ça. Écoute, on prend les caméras du podcast, on filme ça, on met ça live. C'est un deal. L'affaire avec la boxe, c'est un sport qui est noble, c'est un sport qui est magnifique. Sauf que, je sais pas, tu me mets dans un ring avec mon frère, je connais ses faiblesses, je sais pas. OK, on va le faire. C'est quoi ton plus grand défi de travailler avec ton frère? Mon plus grand défi. Moi, je te dirais que c'est d'être ouvert puis d'écouter. Moi, je pense que mon plus gros problème, c'est que des fois, j'ai de la misère à écouter. Je veux parler, couper. Puis je pense que tu as été témoin, c'est pour ça que tu es venu dans le podcast. C'est que des fois, je laisse pas l'autre terminer son idée puis je m'emporte. Alors, je vais essayer d'être plus à l'écoute. Moi, je voudrais juste faire une parenthèse, Angelo. Dans tous les gens que je connais, tu es un de ceux qui a de l'air le moins à l'écoute, mais tu es étrangement celui qui écoute le plus. Je veux juste faire une parenthèse. Comme je suis surpris des fois, comme tu dis des choses que comme tu m'as écouté. Tu n'avais pas de l'air de m'écouter quand je te mais l'ai tu vois, dit. tu vois, c'est intéressant ce que tu es en train de dire. C'est ça, c'est le paradoxe, Angelo. C'est quelqu'un qui il te la rend pas facile. Tu penses effectivement que c'est un peu un one-side... mais non, c'est un gars qui est sensible, c'est un gars qui cares, tu comprends? Donc oui, il écoute. Puis, pour répondre à la question, moi, c'est ça, il faut que je m'arme de patience parce que moi, effectivement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de difficultés quand les choses vont dans toutes les directions. Je suis quelqu'un d'un peu plus cartésien. Angelo, c'est quelqu'un d'un peu plus... je sais pas quoi dire, un peu plus... Moi, je suis plus créatif, effectivement. Créatif, ouais. Gerardo, c'est un gars qui est plus cartésien puis qui aime ça avoir le contrôle. Fait que moi, qu'est-ce que je souhaite à mon frère que j'aime et que je respecte? Parce que la compagnie, elle ne serait pas où on serait arrivé aujourd'hui sans lui. Puis souvent, il se plaît à me rappeler que je danse. Ce qu'il me dit, c'est que je danse sur le stage que lui a bâti. Puis je peux pas être contre la vertu. Tu sais, we make it together or we fail together. Puis moi, je suis fier de où est-ce qu'on est arrivé. Puis je sais que c'est la pointe de l'iceberg. Puis que qu'est-ce qui s'en vient, c'est encore mieux pour nous. Moi, j'y souhaite d'être capable de déléguer puis de faire confiance des fois puis de ne pas vouloir avoir toujours le contrôle, surtout parce qu'à la fin de la journée, il y a plein d'affaires qu'on ne peut pas contrôler. Qu'est-ce que tu souhaites à ton frère? Je veux dire, Angelo, c'est quelqu'un qui vient de loin, c'est quelqu'un qui a remis sa vie sur les rails depuis plus de 3 ans maintenant. Moi, je souhaite qu'il continue dans la même direction puis qu'il suive ses passions. Moi, je trouve que, justement, toute la question du podcast, c'est super. Tu sais, c'est un gars qui est créatif, c'est un gars qui est sociable. C'est quelqu'un qui s'est construit un réseau incroyable avec des gens, tu sais, qui l'entourent. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça admirable. Puis je souhaite juste que tu continues dans cette direction-là. Je pense que tu as clairement un talent fou pour ça. Puis je pense qu'il y a des projets ou des ouvertures qui vont être exceptionnelles dans le futur par rapport à ça. C'est un espresso avec Angelo, donc on a un segment express. C'est d'autres questions courtes qu'on répond rapidement. Je pense que vous allez répondre chacun à votre tour. Nike ou Adidas? Adidas. Nike. Cool. Moi, je suis plus Adidas.
je sais pas, je suis fasciné par l'histoire de Phil Knight, le fondateur de Nike. Je sais pas si... il a écrit une autobiographie qui est sortie, je pense, qui est parue en 2012-2013, qui s'appelle Shoe Dog. Je le conseille à n'importe qui s'intéresse de près ou de loin, soit aux affaires, au monde du détail du fashion. C'est absolument fascinant comment un homme qui, par pure passion, est allé chercher, en tout cas, pour faire une longue histoire courte, il est allé chercher Asics, puis il a été le distributeur pour la côte ouest américaine pendant quelques années. Puis quand on l'a menacé de lui retirer le brand, par pur hasard, par la force des choses, a parti une marque qui s'appelle Nike, qui est aujourd'hui, de loin, the biggest apparel brand in the world, qui fait 50 milliards de chiffre d'affaires annuel. On parle en 1972. Là. C'est incroyable ce qu'ils ont réussi à faire, puis ce qu'ils sont en train de faire aussi. T'sais. J'ai des insights, je veux pas, on travaille avec eux, c'est un de nos fournisseurs, puis ça fait presque peur, à quel point cette compagnie-là est sophistiquée et est intelligente dans ses stratégies. Moi, ça me fascine. Ça pourrait être une émission à part entière. Peut-être un jour, on va pouvoir avoir Phil Knight sur un espresso avec Angelo. Mais tu niaises, mais on en a discuté. On est allé luncher avec Jeff Gans de Converse, puis honnêtement, un de mes rêves, c'est d'aller à Beaverton, qui est le siège social de Nike dans l'Oregon, en banlieue de Portland. Puis, honnêtement, ouais, pourquoi pas? C'est une invitation. Le gars, Jeffrey Grant, il nous a dit qu'il y a comme une cafétéria énorme, puis que Phil Knight il attend en file comme tout le monde pour aller chercher son lunch. La seule chose, puis il y a une table exact. réservée. Hey, listen, man, tu viens de dire que j'écoute. Il y a une table dans la cafétéria. Phil Knight, là, c'est lui le fondateur de Nike. Il y a une table. Ça, c'est la table Phil Knight. Fait que, il mange avec tout le monde là, sur le plancher des vaches. Ça, c'est cool. Tu sais, quand tu peux rester down to earth. Moi, c'est le but du podcast, c'est de rester proche des gens. Puis je voulais parler de mon histoire, l'histoire de ma famille, pour dire, on n'est pas mieux que d'autres. Peut-être aujourd'hui, on a connu un certain succès en affaires, mais on est comme tous les autres, puis de continuer à s'impliquer socialement. Puis sur ton affaire de Shoe Dog, là, on va mettre le lien du livre, mais Gérardo, c'est un grand lecteur. Puis sa femme aussi. Je pense qu'il lise un livre par semaine. Non, mais je veux dire, une histoire de fou. Compare-moi même pas à Liliane. Liliane, c'en est maladif. Là. Liliane lit un livre aux 2-3 jours. Alors moi, j'en lis un par année, genre, mais je vais m'y mettre. Brand favori avec qui travailler? Oh. C'est qui ton brand favori? T'sais, honnêtement, moi j'ai des reps favoris. T'sais, avec qui on a développé des liens d'amitié. Je pense à un Stéphane Frisco de Skechers que je considère comme un chum. Toutes les brands que j'achète, je les aime. Parce que pour moi, mon frère, tu vois, c'est un bon politicien. Hein? Non, mais ce que je veux dire, c'est que s'il y a une marque... Je suis celui qui fait les achats chez Chaussures Rubino pour que les gens sachent, puis je le fais avec beaucoup d'amour et de passion. Puis quand j'achète une marque, pour moi, la chose qui est primordiale, c'est que la marque soit iconique, puis soit vraie, puis soit vraiment... Le terme est juste, désolé pour l'anglicisme, mais tu sais, relevant. Tu sais, une marque qui veut dire quelque chose, puis qui a vraiment un ADN, puis quelque chose qui lui est propre. Tu sais, je pense, mettons, à Birkenstock, qui en ce moment, c'est la folie furieuse. Tu sais, Birkenstock, c'est la plus vieille marque au monde, des années 1600 ou 1700, puis je veux dire, la silhouette, la semelle, tu sais, en liège de Birkenstock, tu sais, c'est eux qui l'ont inventé. Là. Ça a été copié par 101 marques, mais c'est relevant. Je pense à Blundstone, je pense à Doc Martin, la fameuse botte paramilitaire anglaise. Je pense à Converse. Converse, premier sneaker. Je viens de faire mes commandes. Justement, aujourd'hui, je travaille sur mes commandes de Converse, sur nos commandes de Converse pour l'été, printemps 2022. Puis, ça, c'est un brand qui est le fun à travailler parce qu'il y a un aspect hautement créatif, hautement... artistique dans le brand. Tu sais, je pense au print, aux couleurs, les histoires qu'ils font. Puis, by the way, Converse appartient à Nike. Donc, ouais, j'ai comme une admiration vraiment par rapport à Nike puis ses entités. Là. Pour ma part, Francis, même si tu as l'air beaucoup moins intéressé à ma réponse, moi, je vais dire, moi, je m'implique aussi avec le Gala Rubino. Puis quand je fais un événement, il y a des gens qui sont nos fournisseurs, qui sont des brands, puis sont toujours là, puis sont les premiers à répondre à l'appel. Fait que je pense qu'il y a des brands internationaux, mais il ne faut pas oublier aussi les brands locaux comme Kamik, la famille Cook. C'est des gens exceptionnels, sont toujours disponibles. Fait que je leur donne un gros shout-out. Merci.
Clarks. C'est un autre gros brand chez Rubino. Puis aussitôt qu'on leur envoie quelque chose, on a une demande, ils sont toujours là. On fait un événement bénéfice. Ils m'ont déjà dit qu'ils allaient être là. Adidas, Puma. Ouais, Puma aussi. Tu sais, Puma. Puis le groupe Adidas, c'était Adidas Reebok. Reebok vient d'être vendu. Ça, c'est un autre fait intéressant. Puma avec Mark Edwards. Hey, j'ai besoin de quelque chose. J'ai une demande spéciale. Right away. Tu sais, pas de problème. Des gens comme Acton, tu sais, Michel Poliquin. Tu sais, je pense qu'au Québec, ça, c'est un autre fait vraiment intéressant. L'industrie de la chaussure, c'est un petit monde, puis les gens, ils se connaissent. Puis il y a vraiment du bon monde. Puis on est choyé d'avoir ce genre de partenaires-là en affaires qui sont toujours disponibles pour nous, qui ont cru en nous depuis le début. Même quand ça allait moins bien, même quand on était moins, pour utiliser une expression de Gerardo, relevant, ils étaient là, puis ils nous ont supportés, puis ils ont cru en nous. Quand on est arrivé avec notre nouveau plan, le redesign, nouveau logo, nouveau concept de magasin, ils nous ont appuyés, ils ont cru en nous. Puis un des premiers brands qui a vraiment cru, c'était Converse. Puis un gros shout-out à Marciano Lobo que j'essaie d'avoir sur notre podcast, qui maintenant est rendu chez Birkenstock. Fait que, tu sais, c'est grâce à eux aussi, parce qu'on parle souvent, mais c'est grâce aussi à nos fournisseurs où est-ce qu'on est rendu. Juste pour pas l'oublier, mais tu sais, Guy Dayan aussi avec Michael Kors, qui a cru en nous il y a presque 10 ans maintenant. Tu sais, quand Rubino a eu un brand comme Michael Kors, quand c'était l'affaire la plus hot, là, il y en avait plein d'autres qui étaient jaloux, mais tu sais, ils nous ont ouvert des portes. Fait qu'autant nous, on a été bons pour le brand a été bon pour nous. Fait que c'est ça, cette synergie-là qui est extrêmement forte. Puis on espère de continuer à rester relevant. Puis je pense que c'est comme ça en étant real. Parce que nous, un de nos valeurs là, les plus, je pense, là, intrinsèques, c'est l'authenticité. Qu'est-ce que tu vois, c'est qu'est-ce que tu vas avoir. Ouais, je me plais tout le temps à dire, je suis pas assez intelligent pour pas être authentique. Je peux pas jouer de game. Ça sonne arrogant. Ouais. Okay, désolé. Clairement, je me considère pas quelqu'un de stupide, mais le point, c'est que c'est vrai. J'ai pas l'énergie. En fait, tu sais quoi, c'est pas une question d'intelligence, c'est une question d'énergie. Puis j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie pour jouer une game. Je suis pas capable. C'est ça que j'essaie de dire. Boxe ou soccer? Boxe. Soccer? En fait, je dis, tu sais, maudit qu'on a un bel été avec l'Euro. L'Euro, c'était fantastique. Ça, c'est le fun. Sauf que, tu sais, c'est une affaire d'être dans le ring puis de faire l'activité puis de regarder une télé, mais... les deux, tu sais. Les deux. On a le droit de dire ça. Mais je suis pas un grand sportif dans le sens que moi, je parlais plus à la télé, là. OK. Mais mais pratiquer la boxe, c'est le fun aussi. Ouais, pour regarder le soccer, pour pratiquer la boxe. Ouais. Plateau ou Montréal-Nord? Ah, come on. Tu sais, on peut pas... Ça, c'est une bonne. Non, mais ce qu'il faut dire, c'est pour tu sais... Comment je peux dire? Pour que nos auditeurs le sachent. Mon père, quand il a émigré de l'Italie, il est venu à Montréal-Nord. Dans le fond, c'est ici que sa sœur et son beau-frère se trouvaient, puis son frère aussi. Donc, mon père, a immigré vraiment et est venu s'établir à Montréal-Nord. Donc, nous, on est nés à Montréal-Nord, puis peu importe, à l'âge de 13 mois, on a déménagé avec mes parents, évidemment, pas juste nous, là, mais sur la Rive-Nord. Mais le point, c'est que oui, c'est vrai que Montréal-Nord, Saint-Léonard, c'est un petit peu notre cour, c'est là qu'on est né, c'est là qu'on a notre siège social, c'est là qu'on est. Mais moi, j'habite dans le plateau depuis quelques années maintenant, mon frère aussi depuis quelques mois seulement, puis, tu sais, il y a quelque chose d'assez cool. Non, mais tu sais, je dis le plateau, mais pour moi, le plateau, ça rayonne. Pour moi, je dois inclure Rosemont, Petite-Patrie, je dois inclure Villeray. Tu sais, le centre de Montréal, là, les quartiers urbains francophones, y a-t-il quelque chose de plus le fun que de vivre dans ces quartiers-là? En tout cas, moi je trippe. Tu sais, le côté le dynamisme, la proximité des commerces, le côté européen, les parcs, la vie culturelle, la proximité des restaurants, des cafés. Tu sais, pour moi, je considère le plateau, puis encore une fois, les quartiers environnants comme étant le centre culturel du Canada. Tu sais, c'est tellement le fun de savoir que la ruelle adjacente à ma maison dans laquelle ma petite fille joue, c'est là que Michel Tremblay jouait il y a 60 ans. Tu sais. Pour moi, ou 70 ans, tu sais, pour moi, il y a quelque chose d'éminemment relevant ou d'éminemment beau de savoir. Tu sais, quand on va courir le matin puis qu'on a des discussions justement par rapport à l'histoire, par rapport au cadre bâti, par rapport à certains landmarks sur le territoire, tu sais,
je ne veux pas dénigrer Montréal-Nord, mais on s'entend qu'il n'y a pas la même profondeur ou la même importance historique. Quoique, tu sais, c'est ça ma réponse. Plateau. Je pense que c'était assez élaboré comme réponse. Hein? Le plateau qui est, dans le fond, moi, quand je suis arrivé là-bas, j'étais arrivé de reculons. Puis là, je vais avoir bien de la misère à sortir du plateau. Puis un des quartiers favoris, sûrement dans le plateau, c'est le Myland, la rue Saint-Viateur. Autant des petites places comme Yanni Falafel que je conseille. J'adore ça, de pouvoir marcher avec ma blonde. Tu sais, tout est à distance de marche. C'est sûr qu'à Montréal-Nord, il faut que tu aies une voiture. Par contre, il y a des secrets bien gardés, comme le parc Aimé-Léonard, qui est en train d'être complètement rénové, qui est sur le bord de la rivière des Prairies. Il y a comme toute une piste cyclable. C'est le boulevard Gouin. Tu sais, il y a des super beaux quartiers de Montréal-Nord. C'est là que mon grand-père il a habité toute sa vie. Ma mère est là-bas. Ma fille va à l'école pas loin, là, Marie-Clarac. Fait que, tu sais, j'ai un attachement comme très fort avec cet arrondissement-là. La mairesse aussi, Christine Black. Tu sais, il y a vraiment du bon monde. J'étais impliqué avec la Caisse de Montréal-Nord sur Récolette Desjardins, je parle. Fait que, tu sais, j'ai comme un grand attachement avec Montréal-Nord. Puis, tu sais, nous autres, l'histoire d'amour a commencé dans l'est de Montréal. Puis là, ça commence à devenir une histoire aussi urbaine parce que notre magasin du Plateau, qui est rendu un magasin fort, c'est notre premier magasin urbain au coin de Montréal et Papineau. Puis on en est fiers. C'est dans notre bâtisse, une bâtisse de quoi, 1920? À peu près, ouais. Puis il y a des appartements en haut, puis il y a le premier Mr. Puffs que nous, on a acheté qui était au Plateau Montréal. Fait que, tu sais, il y a cette fierté-là aussi. Puis maintenant, on a plusieurs aussi établissements dans le Petit Laurier. On a des bâtisses autant commerciales que résidentielles. Puis moi, où est-ce que j'habite? Bien, c'était la maison de Jean-Pierre Ferland. Exact, ouais. Fait que, tu sais, il y a comme ce côté-là historique qui est comme incroyable. Ouais, raconte l'anecdote quand la nièce de Jean-Pierre Ferland t'a accosté. Tu sais, comme mon frère n'arrêtait pas de me casser les oreilles pour me dire « Hey, ça, là, c'est la maison de Jean-Pierre Ferland. » Puis moi, dans ma tête, OK, correct, tu sais, comme que ça va changer dans ma vie, tu sais. Puis j'étais en avant de la maison. Puis, tu sais, pour la plupart, les gens dans le plateau, là, c'est quand même c'est très familial. I guess, c'est ça que j'essaie de dire. C'est comme, il y a beaucoup de jeunes familles. Fait que, tu sais, les gens sont quand même assez friendly pour la plupart. Puis la madame, elle passe en avant de la maison, puis elle me dit « Bonjour, c'est vous le propriétaire? » Puis je dis « Entre autres, c'est ma famille. On a acheté l'immeuble. » Puis elle dit « Moi, là, c'est ma grand-mère, elle a habité ici pendant 50 ans, 60 ans. » Je dis « Ah, OK. » Puis là, je savais où est-ce qu'elle voulait en venir. Puis elle me dit « Mon oncle, c'est Jean-Pierre Ferland. Je suis une Ferland. » Je dis « Ben enchanté. » Nanana. Puis là, je l'ai invité. En temps de COVID, je dis « Venez faire un tour. » Je dis « Rentrez, comme ma maison est sa maison. » Puis là, elle est rentrée. Puis là, elle a vu les travaux qu'on a faits parce qu'il y a eu des gros travaux de rénovation. Puis elle était super contente, impressionnée. Elle a aimé la destination qu'a pris l'immeuble. Puis j'ai dit, écoutez, je vais le dire à mon oncle Jean-Pierre, il va être content. Puis elle m'a raconté des anecdotes. Fait que tu sais, tout ce côté-là que j'aurais pas pu vivre. On s'entend-tu que c'est quand même une institution au Québec, Jean-Pierre Ferland? J'aurais jamais pu vivre ça. J'essaie d'expliquer à ma blonde, qui est comme vénézuélienne, qui avait aucune idée c'est qui Jean-Pierre Ferland. Puis j'ai mis des chansons de Jean-Pierre Ferland j'allais sur Spotify. J'ai mis des tunes de Jean-Pierre Ferland. Puis c'est ça qui est cool, tu sais. Comme, je pense qu'il y a une affaire que ça m'a fait, ça m'a comme réconcilié un petit peu avec notre culture qui est québécoise. Parce que nous, on ne va pas se cacher. Peut-être que nos origines sont italiennes, mais tu sais, les gens ils disent tes racines sont en Italie. Moi, mes racines sont ici. C'est ici que j'ai fondé une famille. Mm-hmm. C'est ici qu'on a fondé une business. Fait qu'à la fin, je suis québécois. Mm-hmm. Mais mes origines sont italiennes, puis on est fiers aussi de ça. Mais là, ça m'a comme rapproché un petit peu, on dirait, de... Puis là, je me suis fait des amis aussi dans l'arène politique ou des ex-politiciens qui... Fait que là, on a souvent des conversations à ce sujet-là, puis c'est ça qui est le fun. On devrait être fiers parce que, espèce que, tu sais, c'est très sécuritaire comme quartier, on s'entend comme c'est... on n'a rien à envier à aucune autre grande ville, je trouve. Puis c'est encore quand même abordable, même si les gens parlent de l'augmentation du coût de la vie et le coût des logements, on ne peut pas se plaindre. À côté de bien d'autres villes canadiennes, exact. on est encore dans places abordables. En parlant de racines italiennes, Campania ou Sardinia?
Oh. Je connais pas la Sardaigne. La campagne, c'est notre patelin. C'est de là que vient autant ma mère puis mon père. Puis, genre, on passait un été sur 2 Ouais. dans le village de mon père, puis on allait dans le village. La campagne, Le bordel. On foutait le bordel dans le village, puis après ça, on partait. Puis il y avait des gens qui nous chassaient avec des fourches. Puis c'est pas imagé, c'est vrai. On a déjà... parce que, tu sais, on arrive là-bas ouais. avec toute notre exubérance. Puis ça plaisait pas à certaines personnes. Ouais, mais Puis finalement, on était des jeunes, right? T'es petit cul, ouais. Finalement, ces gens-là, c'est devenu comme nos meilleurs amis, mais c'est un petit village dans la campagne. Mais moi, qu'est-ce que je préfère de la campagne? C'est tout qu'est-ce qu'on appelle la Costiera Amalfitane, la côte amalfitaine. Donc, définitivement, la campagne et puis la côte amalfitaine. Tu sais, la campagne, pour les gens qui sachent, tu sais, la capitale de la campagne, c'est Naples, qui est le bastion de... C'est là que la pizza a été inventée. La mozzarella di bufala. C'est là que le café est le meilleur, là, espresso. Ouais, donc, tu sais, pour quelqu'un comme moi qui est un foodie, d'aller là-bas, puis tu sais, si je peux juste faire un commentaire, c'est par rapport à l'aspect de l'importance de nos origines italiennes. La première fois qu'on est allé en Italie, si tu te rappelles, c'est en 1995, on avait 9 ans. Puis, je me rappelle juste le sentiment quand un sentiment instantané de me sentir chez nous, tu sais, un bien-être, puis c'était l'environnement, c'était l'odeur, c'était la terre, c'était le soleil, c'était la chaleur. Il y avait quelque chose de presque magique, un peu bizarre, tu sais. Donc, non, autant que je suis très fier d'être québécois, puis je me gonfle d'orgueil, justement, d'habiter dans le plateau, puis d'aller voir, d'aller à la Licorne, voir des pièces de théâtre, puis de profiter de la gastronomie québécoise, puis de parler, puis de lire des œuvres québécoises, autant que je suis fier aussi de nos origines italiennes, puis de cette terre-là qui est tellement riche. Crypto? Est-ce qu'elle a fait... Parce que Angelo, il aime ça demander à tout le monde. Mais t'as des insights ou quoi? Mon ami Carl Frisco, qui est le fils de Stéphane Frisco, le distributeur de Skechers, est un grand fan de crypto-monnaies, puis il est en train de m'éduquer, donc m'a apporté 2 ou 3 livres que je suis en train de lire. Donc, je suis en train de m'éduquer. J'ai pas encore pris une décision, mais force est de constater que après, je suis presque venu à bout d'un ouvrage. Ouais, je peux concevoir que la crypto-monnaie, c'est quelque chose du futur ou même du présent, là. Donc, je peux comprendre pourquoi c'est important de le considérer. Donc, est-ce que je suis crypto? Je suis en train de le devenir. Ceci n'est pas... Comment on dit? Tu sais, quand on fait un disclaimer, là... Le département légal des chaussures Rubino vous avise on ne vous dit pas que c'est la chose à faire de tout investir en crypto. Cependant, je pense que si on est une personne intelligente et avertie, il faut être diversifié. Puis dans un contexte économique comme on vit en ce moment, où est-ce que tout est pas mal cher, autant l'immobilier que acheter carrément des titres en bourse, tu sais, c'est quand même assez cher. Je pense qu'il faut être diversifié, il faut être intelligent. Fait que ça en prend un petit peu de crypto. Ouais, mais être intelligent, c'est quoi? C'est vous aussi s'éduquer. Donc, prenez le temps de comprendre ce que vous... Essayez de comprendre le système, puis de voir la logique, puis le fondement même de la naissance de cet outil-là. Puis si la conclusion est que, effectivement, dans le monde présent et le monde futur, c'est quelque chose qui va être une plus-value, donc l'investissement, selon moi, vaut la peine. Puis je dirais de s'intéresser aussi à la technologie derrière, qui est le blockchain. Exact. Moi, ce que j'ai proposé, c'est de partir notre propre coin. Ouais, le Rubino Coin. Le Ruby Coin. Rubino, en italien, c'est la pierre précieuse, le rubis. Carrément. Un rubino, si tu googles rubino, c'est la pierre précieuse, rubis en italien. Fait qu'on parle le Ruby Coin. S'il y a des intéressés, hit me up, Angelo, à commercial, rubinochoose.com. Life motto? Cheap is expensive. Cheap is expensive. I love this one. Mon frère, il me dit souvent plein d'affaires de même qui m'énervent profondément. Tu sais, des fois, il me dit « cheap is expensive ». Là, il essaie de m'expliquer que pourquoi ça vaut plus la peine de payer le prix puis d'aller vers tel choix, ou bien « in the grand scheme of things ». Tu sais, comme, je parle d'un problème, puis il me dit « mais dans in the grand scheme of things, c'est comme pas... c'est pas important ». S'il y a un motto qui a tout le temps guidé ma vie, selon moi, c'est « keep it simple », sois efficace. Puis au final... La fameuse règle du 80-20, là, 20% de tes actions apportent 80% des résultats, j'y crois profondément. Si tu veux tout faire, tu vas rien faire. C'est de vraiment te concentrer sur des choses qui te passionnent, puis d'y aller à fond, puis c'est ça. Donc, puis par rapport à l'aspect de cheap is expensive,
ce que ça sous-tend au final, c'est tu peux pas faire les choses à moitié. Tu peux pas essayer de couper les coins ronds puis de pas, tu sais, de cheap out à tous les niveaux, autant au sens figuré que tu sais, c'est ça. C'est un peu ça mes motos. Toi? Tu sens, moi, mon frère, il va savoir, c'est sûr. Perception is projection. Ouais. Ce que tu perçois, ben souvent, c'est ce que tu remets dans l'univers. Puis j'ai un cadre dans mon bureau qui s'écrit Perception is projection. Puis tu attires ce que tu dégages. Selon moi, c'est ça que ça veut dire. Fait que si tu t'entoures de gens qui aiment ça gagner puis qui sont qui ont je sais pas, qui font des bons choix de vie, ben ça se peut que ça va avoir une influence positive dans ta vie. Fait que j'essaie d'avoir des gens comme ça autour de moi. Fait que je pense de bien s'entourer. Le livre que tu as le plus donné ou que tu conseillerais le plus au monde? J'ai parlé beaucoup de Shoe Dog dernièrement, mais s'il y a un auteur que j'adore d'un point de vue, on va dire plus, type ouvrage vraiment essai, on parle pas de fiction, c'est l'auteur Malcolm Gladwell. Je pense que je t'en avais glissé un mot lors d'une de nos courses. C'est un Canadien qui est basé à New York. Lui, c'est un écrivain qui écrit des essais hyper intéressants, The Tipping Point, David versus Goliath. Puis lui, il part tout le temps d'une prémisse qui revisite, puis qui pousse à fond. Puis il y a plein de trucs que j'ai lus dans ses ouvrages qui ont été hyper intéressants. Tu sais, si je peux prendre un exemple, c'est le fait, par exemple, il parlait des événements durant la Seconde Guerre mondiale, des bombardements de Londres en 1940 par l'Allemagne nazie. Les autorités anglaises, à l'époque, avaient absolument peur que les gens partent en panique puis que ça devienne un foutoir total, donc que ça devienne l'anarchie pure. Puis ce qu'ils ont découvert, c'est que suite à une nuit de bombardement, au contraire, les gens faisaient preuve d'une résilience exceptionnelle. Puis ce qu'ils ont découvert, puis ce que Malcolm Gladwell avance dans son ouvrage, c'est quand tu fais face, disons, à la mort ou la potentielle, que ta vie est en péril, puis que tu survis une nuit de bombardement, tu te sens invincible, puis ça te donne une force. Donc, les autorités ont été heureusement surpris de voir, de constater à quel point la population, ça les a solidifiés dans leur résilience puis dans leur solidarité pour justement faire face à l'attaque ennemie. Puis, donc, c'est plein de concepts comme ça que tu peux évidemment apporter dans la vie au quotidien. Donc, ouais, je conseille de lire les ouvrages de Malcolm Gladwell. Moi, le livre que je conseillerais, qui est, je pense, un best-seller international, puis je l'ai acheté parce que le titre m'avait comme frappé. C'était un livre, le titre en anglais, c'était The Subtle Art of Not Giving a F***. Puis en français, c'est l'art subtil je pense, de s'en foutre, Mark Manson. Puis j'avais aimé la perspective que les gens souvent vivent dans la peur puis la crainte de problèmes qui vont survenir dans le futur. Puis souvent, ben, ils vivent comme en retrait puis ils ont peur de faire certaines choses parce qu'ils se disent, tu sais, pour avoir un problème, quand la réalité, c'est tu vas avoir des problèmes puis des obstacles dans ta vie, fait que c'est juste de les accepter. Fait que je pense d'accepter les choses que tu peux pas contrôler, tu sais, plutôt que de se battre pour pas que ça arrive puis de vivre dans la crainte, mais plutôt d'accepter les choses qui arrivent, puis d'essayer de changer les choses que tu peux. Fait que c'est un livre que j'ai bien aimé. Cool. On va mettre les références, on va mettre ta belle petite photo. J'aurais pensé Puis que tu aurais dit mon livre à à moi. Puis, On est connectés. puis mon livre à moi, qu'on va remettre à la couverture. Avec mon livre à moi, écrit par Angelo. D'ailleurs, j'ai un de Bruno. mes amis qui m'a dit « Hey, t'as écrit un livre! » Parce qu'il a écouté le podcast, puis c'était écrit « Mon livre à moi » avec ma photo. Mais non, je suis très loin d'écrire un livre. Ben, tu sais que tu peux le faire écrire aussi. Hein? Non, sans aucun doute, ça La serait le plupart cas. des gens qui ont une Je autobiographie vais demander n'ont à pas écrit Christian eux-mêmes. Tétrault, qui est un écrivain. On lance l'invitation. Puis Christian, c'est un ami, puis il a écrit, je pense, 12, 13 livres. Je vais dire qu'il écrive mon livre. Gérardo, je vais faire quelque chose que ton frère ne fait pas souvent. On te laisse la parole. Shoot out. Tu veux te plugger n'importe quoi, tes projets. Le micro est à toi. Wow, tu me mets sur la sellette. Je voulais vous remercier, messieurs, pour l'invitation. Ça a été extrêmement agréable. Continuez d'écouter Angelo. Faites un bon job. Mes projets, c'est les projets d'affaires avec autant Chaussures Bruno, Real Estate, on en a parlé, Fraîchement Bon avec François Carl, Épicerie Urbaine.
Mr. Puff avec les boys, and so on and so forth. Fait que, yeah. Ben écoute, pour cette émission spéciale, c'était l'épisode 10 d'un Espresso avec Angelo. Tu m'avais toujours dit que ça prend une dizaine d'épisodes Avant de voir la magie. avant de commencer à avoir une certaine magie qui s'opère. Il y a beaucoup de monde qui me parle du podcast. Puis des fois, ça peut inspirer une personne ou une autre. Je pense que j'ai aimé l'expérience. Puis j'espère de pouvoir continuer pendant longtemps avec toi à produire des podcasts. Dans le fond, qu'est-ce qu'on fait si on se gâte à tous les jours? Ça nous a permis de rencontrer plein de personnes. On a des gros noms qui vont s'associer au podcast dans les prochaines semaines, les prochains mois. Fait qu'on vous invite à aller nous suivre autant sur Spotify, on est en audio, puis autant en visuel sur notre chaîne YouTube, Rubino. Si tu tapes un Espresso avec Angelo, c'est la première chose qui va sortir. Il n'y a pas d'autres personnes qui ont pensé à un Espresso avec Angelo. Fait que je suis pas mal fier. Puis il y a aussi notre dernier magasin qui est ouvert à Vaudreuil, qui est sur le boulevard de la Gare. C'est un concept de magasin qui est complètement différent. Fait que si vous êtes dans l'ouest de l'île de Montréal ou dans les environs Saint-Lazare, allez jeter un coup d'œil à notre magasin. On aimerait ça avoir votre feedback, vos commentaires. C'est un magasin qui va être, je pense, le magasin un petit peu futur. Là. C'est ça qu'on veut comme... Ouais, c'est la version 2.0 de notre concept, exact. Fait qu'allez voir ça. Puis merci. Aujourd'hui, on s'est gâtés avec cet épisode-là. Puis je pense que jusqu'à présent, c'est un des épisodes qu'on a préférés parce que ça a été des épisodes qui ont été le plus real. Il va falloir l'écouter pour voir si on le préfère. Attends que je fasse la post-prod. Sur ce, it's a wrap.